En 1972, l'école polytechnique s'ouvre aux femmes pour la première fois et que c'est une femme qui est majeure du concours d'entrée. Ça avait été un choc extrêmement important pour la société française au bon sens du terme. Si je parle de ce qu'on sait faire, c'est faire deux choses. Les fondements de l'intelligence artificielle, parce qu'on enseigne depuis toujours les mathématiques, les statistiques et l'informatique et que l'IA, c'est juste des maths, des stats et de l'informatique. Et d'autre part, elle est tournée vers la société. C'est-à-dire, si on rassemble des institutions, c'est parce qu'ensemble, scientifiquement, elles peuvent faire plus pour les étudiants, elles peuvent faire plus pour la recherche. Bonjour Thierry Coulon. Bonjour Thibault. Merci de nous accorder cet entretien. Merci à vous. Alors Thierry Coulon, vous êtes le président de l'Institut Polytechnique de Paris depuis 2023. Vous avez été auparavant président de l'Université PSL, de CERGI, président du HCERS. Est-ce que peut-être en guise d'introduction, vous pouvez un peu nous représenter quelle était l'initiative à travers l'Institut Polytechnique de Paris et cette idée de conférer 6 grandes écoles d'ingénieurs de premier plan? L'idée, c'est de fonder un institut de sciences et de technologie de niveau mondial. C'est-à-dire de partir de 6 écoles d'ingénieurs qui ont imprimé leur marque dans le système français depuis très longtemps, mais qui sont liées. L'école polytechnique, l'ENSTA, qui sont toutes les deux sous tutelle du ministère des Armées, l'École nationale des ponts et chaussées, sous tutelle du ministère de la Transition écologique, la dernière à avoir rejoint l'Alliance, l'ENSAE, Télécom Paris et Télécom Sud Paris, qui sont toutes les trois sous tutelle du ministère de l'Économie. Mais ces écoles ont, je vous le disais, des relations anciennes. Pour caricaturer, on peut dire que c'était des écoles d'application de l'école polytechnique, mais ça, c'était un vocabulaire assez ancien. Disons qu'elles partagent des unités de recherche, elles partagent des formations, elles partagent une culture commune, et donc les faire travailler ensemble pour avoir un objet à la fois international et très ancré dans le XXIe siècle, c'était le défi, et c'est ce qu'on est en train de faire. Justement, quels ont été les principaux éléments de votre feuille de route depuis 2023 et ces grands projets qui ont été initiés? Alors, j'avais effectivement une feuille de route qui était assez claire. D'abord, elle tirait ses racines d'un discours du président de la République sur le plateau de Saclay à l'automne 2017. Et je connaissais un peu ce discours puisque j'étais conseiller au cabinet du président de la République à cette époque-là. Mais elle s'est précisée, cette feuille de route, dans une lettre de mission que j'ai reçue de la première ministre de l'époque et des ministres de tutelle, c'est-à-dire le ministre des Armées et le ministre de l'Économie, et qui expliquait comment, enfin ou plutôt demandait que ces 6 institutions créent des synergies du point de vue de la recherche, du point de vue de la formation, du point de vue de l'innovation, et répondent aux grands défis de la société. À vrai dire, au moment où cette lettre de mission m'est confiée, c'est-à-dire à l'automne 2023, l'Institut Polytechnique de Paris existe depuis 4 ans déjà, et un certain nombre de grands jalons ont été posés par mon prédécesseur. D'une part, le fait que le master et le doctorat sont portés au niveau d'IP Paris dans une graduate school, ce qui vient s'ajouter aux cycles ingénieurs qui sont portés par les écoles. Et puis d'autre part, des centres interdisciplinaires sont mis en place. Et ces grands centres interdisciplinaires s'adressent aux grands défis de société, de l'intelligence artificielle à la santé, en passant par l'énergie et le climat, la défense et la sécurité, les matériaux, la mer et les océans, etc. Vous avez présenté à la presse il y a quelques semaines votre situation financière, en plus de la feuille de route des prochaines années. Elle est plutôt stable, avec 40 millions notamment de financement privé. Est-ce que vous êtes inquiet des prochaines années? On a beaucoup aujourd'hui d'établissements publics qui semblent souffrir de la situation budgétaire actuelle, et pour autant, l'Institut Polytechnique de Paris semble échapper à tout ça. Échapper, non. La situation budgétaire du pays, nous semble-t-il, pour être meilleure. Ça réclame effectivement des uns et des autres une certaine retenue. Mais le soutien de l'État, en ce qui nous concerne, il est constant, il vient de loin, et on n'a pas particulièrement d'inquiétude sur notre rôle. Et par ailleurs, comme vous le disiez, on bénéficie de financements dits ressources propres, d'une part en étant candidat à des appels d'offres soit français, soit de la Commission européenne, et d'autre part en attirant des ressources privées.
Ça n'est d'ailleurs pas une nouveauté, c'était le propre des écoles, mais enfin, là aussi, comme sur d'autres terrains, comme sur le terrain international, etc., on potentialise un petit peu les forces des écoles en chassant en meute, comme on aime le dire souvent. Mais enfin, en ce qui concerne le soutien de l'État, effectivement, la période pourrait être meilleure pour nous tous. Et d'ailleurs, on se pose peut-être plutôt la question de savoir dans quelle mesure l'Europe va consolider sa place, qu'il s'agisse d'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de technologie, etc., qu'il s'agisse de défense et de sécurité. Donc, bien sûr, on est dans une période, dans une actualité qui pourrait être plus facile, mais non, on n'est pas inquiet sur le soutien de l'État. Certains directeurs, certaines directrices d'écoles d'ingénieurs commencent à parler d'une hausse potentielle des frais de scolarité. Est-ce que c'est quelque chose qui sera possible pour les établissements membres de l'IP Paris ? C'est une question qui se pose, et c'est une question qui se pose depuis longtemps. Bon, une année universitaire en général, ça coûte quelque chose comme 10 000 ou 12 000 euros par an. Ça coûte quelque chose à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est en grande partie l'État, et c'est très bien comme ça, mais ça peut être aussi, dans une certaine mesure, les familles. Cette question est posée. Les écoles d'ingénieurs, d'une manière générale, ont posé cette question dans l'actualité récente, et elle continue à se poser, surtout dans les circonstances actuelles. Pour les étudiants, qui focus pour les étudiants justement de l'IP Paris, quel est l'intérêt finalement, par rapport à d'autres établissements, d'intégrer une école de l'IP Paris ? Alors d'abord, du point de vue de l'étudiant, je crois qu'il rentre dans une école. Et puis, il s'aperçoit, s'il vous écoute, s'il lit un peu la presse, s'il entend ce qui se passe, il s'aperçoit qu'il est dans un ensemble plus vaste qui s'appelle IP Paris. Et ça lui apporte quelque chose de nouveau, de plus fort, une marque à l'international, des possibilités de circulation du point de vue de la formation qui sont plus importantes. Mais d'abord, il rentre dans une école. Alors, pourquoi est-ce qu'il a envie de rentrer plus dans une école d'IP Paris que dans une autre? Disons les choses un peu franchement, si on prend les 10 premières écoles d'ingénieurs, les 6 écoles d'IP Paris, n'en sont pas loin. D'ailleurs, elles trustent les premières places. Bon, cela dit, ce n'est pas quelque chose dont il faut se satisfaire pour l'éternité. Il faut être soucieux de faire quelque chose de plus... de plus performant, de plus attractif pour les étudiants, et ça, je crois qu'on le fait. Il faut dire une première chose, c'est que ces écoles sont proches les unes des autres géographiquement, qu'elles sont sur un campus dont tout le monde, les gens de mon âge et même un peu plus jeunes se rappellent qu'il était quasiment désert, qu'il y avait l'école polytechnique au milieu de grands champs. Il suffit de regarder autour de nous pour voir que les choses ont changé, qu'on a maintenant une véritable vie, que le métro va encore rendre plus agréable. Donc c'est le propre d'un campus qui n'est pas un campus urbain. Donc l'avantage, c'est que vous avez un lac et que vous n'avez pas loin des forêts et que la nature n'est pas loin. On était nettement plus loin de Paris. L'arrivée de la ligne 18, qui est imminente, va changer les choses encore. Donc je pense que les arguments pour un étudiant pour s'intéresser à IP Paris sont très nombreux. Un des sujets qui reste important aujourd'hui dans les classes préparatoires scientifiques et les écoles d'ingénieurs françaises, c'est le manque de profils féminins. Qu'en est-il? Quelle est l'évolution au sein des écoles de l'IP Paris? Qu'avez-vous prévu pour augmenter ce pourcentage? C'est un problème difficile. C'est très frappant de se rappeler que en 1972, l'école polytechnique s'ouvre aux femmes pour la première fois, et que c'est une femme qui est majeure du concours d'entrée. Ça avait été un choc extrêmement important pour la société française, au bon sens du terme. Et il y a d'autres exemples il y a beaucoup d'exemples de profils féminins qui ont très bien réussi à l'école polytechnique et dans d'autres écoles, qu'elles deviennent premières ministres ou pilotes de chasse, ou grandes capitaines d'industrie. Les exemples sont nombreux. Donc à la fois, cette transformation, elle a été présente, très forte. D'un autre côté, on bute, et comme
d'autres parties de l'enseignement supérieur français et comme d'autres pays. Il se trouve que j'ai été quelques années en Australie et que le problème était le même. On bute sur deux questions. D'une part, attirer une partie substantielle d'une génération vers les sciences, garçons et filles, et d'autre part, au sein de cette population, s'assurer qu'il y a suffisamment de filles. Donc non, la situation n'est pas satisfaisante. Oui, on en parle les uns et les autres. D'abord, on a au sein du collectif des directeurs et directrices des écoles d'IP Paris autant de femmes que d'hommes. Bon, ça c'est une bonne chose, c'est un rôle modèle important. Et par ailleurs, les écoles s'intéressent à l'égalité des chances depuis longtemps, l'école polytechnique en particulier, un pôle égalité des chances. Il a été élargi à IP Paris, les écoles y contribuent et récemment on a écrit et mis en œuvre une convention avec l'autre IPP, l'Institut des politiques publiques, et qui aura pour mission de quantifier, de regarder précisément et de près les flux dans les filières sélectives de l'enseignement supérieur, et en particulier, on va leur demander de prêter une attention toute particulière à la question des filles. Il y a chez nous des gens à l'école polytechnique, à l'ENSAE, qui ont en commun avec le CNRS un laboratoire qui s'appelle le CREST. Il y a des chercheurs qui travaillent sur ces questions, qui essayent de repérer dans les parcours du secondaire où sont les obstacles. On sait que la métaphore est la bonne, c'est la métaphore du tuyau percé. Ça fuit à tous les échelons, et donc il faut réfléchir à ce qui marche, évaluer quelles sont les démarches qui fonctionnent vraiment. On a par exemple des liens avec des classes préparatoires de province. J'ai eu le plaisir de retourner bien des années après au lycée Blaise Pascal, et une opération a été montée avec eux, mais il y en avait d'autres avec Strasbourg, Montpellier, etc., pour expliquer dans les classes préparatoires que nos écoles sont accessibles, et elles sont en particulier grandes ouvertes aux filles. Merci Thierry Coulhon. C'est vrai qu'on remarque un certain nombre d'initiatives sur le sujet de la féminisation, et pour autant, les statistiques ne décollent ne sont pas bonnes. Justement, là-dessus, est-ce que vous avez des premiers éléments de réponse, et comment est-ce que vous, vraiment, en tant que président de l'Institut Polytechnique de Paris, vous allez capitaliser sur le fait d'avoir les meilleures écoles d'ingénieurs pour attirer les profils féminins ? Il faut continuer, il faut faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire le rappeler largement que c'est ouvert aux filles. Et ensuite, il faut analyser, comme je vous le disais, c'est l'esprit de cette convention avec l'Institut des politiques publiques. Et enfin, il faut aller sur le terrain. Bon, il y a tout un tas d'initiatives, celles autour des entretiens de l'excellence, qui consistent à faire venir des lycéennes, des lycéens, d'aller dans les collèges. Un certain nombre d'élèves des écoles de l'Institut Polytechnique de Paris vont sur le terrain. Et puis, il faut aussi, et je voudrais insister là-dessus, diversifier le recrutement et adapter les contenus. Il y a une filière qui est intéressante, qui est innovante, qui s'appelle les CPES. Il se trouve que dans une vie précédente, j'avais assisté au développement d'une initiative qui était le CPES entre PSL et Henri IV. Et qu'en arrivant ici à l'Institut Polytechnique de Paris, j'ai eu d'abord le plaisir de découvrir un nouveau lycée, le lycée international de Palaiseau Paris-Saclay, qui est à 2 pas de l'endroit où nous parlons, et de découvrir qu'il y avait un CPES que nous opérons, nous, Institut Polytechnique de Paris, avec nos voisins de l'Université Paris-Saclay et avec HEC. Vous savez que par ailleurs, dans un certain nombre d'initiatives, en particulier sur l'intelligence artificielle, nous sommes liés à HEC. Eh bien, ce CPES est très féminisé. Le thème, la spécialité, enfin spécialité assez large, c'est sciences, données et société. C'est le type de cursus qui à la fois évidemment aura une importance extrêmement forte dans les années qui viennent, et qui d'autre part attire les filles. Et bien, par ce type de biais, vous pouvez attirer des filles. Elles auront des parcours, je n'en doute pas, très intéressants. Le CPES ne se termine pas par un concours, mais on rentre dans toutes les institutions sélectives sur titre
à l'École Polytechnique, il y a un concours universitaire, et dans les autres écoles de l'Institut Polytechnique de Paris, on accueille ce type de profil. C'est en diversifiant le recrutement, entre autres, et aussi en faisant évoluer les classes préparatoires, qu'on aura plus de filles. Est-ce que vous êtes favorable ou ouvert à l'idée, par exemple, de création de quotas ou de ce qu'on a pu retrouver dans d'autres filières comme un nombre de femmes garanti? C'était tabou il y a quelques années, ça ne l'est plus. D'ailleurs, une autre chose qui était tabou il y a quelques années, c'était les quotas de boursiers. Je me souviens d'une époque où cette proposition avait été avancée par le gouvernement et on avait entendu des hurlements. C'était il y a maintenant une quinzaine d'années. Lorsque Parcoursup a été mis en place, je ne suis pas sûr que tout le monde en soit parfaitement conscient. Dans toutes les filières, il y a des quotas de boursiers, et en particulier dans les classes préparatoires. Vous avez entendu des hurlements? Moi pas. La question des quotas pour les filles, elle se pose, et je crois comprendre que les directrices et directeurs des écoles d'IP Paris n'y sont pas opposés. Merci Thierry Coulon. On va maintenant parler de l'intelligence artificielle. Donc, l'Institut Polytechnique de Paris a remporté le cluster IA, l'appel à projet, avec entre autres 70 millions d'euros de budget. Concrètement, quelle est là aussi votre feuille de route à propos de l'intelligence artificielle au sein de l'Institut Polytechnique de Paris? Alors d'abord, il faut, avant l'appel à projet IA Cluster, qui a consacré 8 clusters en France, mais enfin, il y en avait 2 qui étaient particulièrement dotés, c'est-à-dire que les dotations n'étaient pas les mêmes, elles étaient fonction de la taille et de l'ambition du projet, et on fait partie des 2 ou 3 qui ont été très bien dotés, un Paris-Centre, un Grenoble et le nôtre. Donc l'ambition est très claire. Il faut rappeler que l'entité qui a déposé le projet, c'était un centre interdisciplinaire qui avait été fondé avec HEC, avec INRIA, et qui avait été financé largement par de grandes compagnies françaises. Il y a un débat actuellement sur le rôle des entreprises dans les écoles d'ingénieurs. Je lisais encore dans Le Monde ce matin un article sur la question qui, pour ne pas dire plus, m'a paru assez décalé ou assez abstrait. Le rôle des entreprises dans l'Institut Polytechnique de Paris, dans ces écoles, et en particulier, on peut prendre l'exemple de iParis, ça n'est pas un rôle d'influence. Ça a été un rôle d'aide au démarrage sur la base de mécénat qui ne nous a pas amené à choisir nos politiques de recherche. D'ailleurs, si les entreprises ont envie de financer, elles financent de l'excellence. Et l'excellence, ça ne se gouverne pas. Alors, qu'est-ce que c'est en revanche, que notre feuille de route que nous nous sommes donnée nous-mêmes et qui, il se trouve, intéresse les entreprises, intéresse la société, intéresse au sens large, intéresse aussi l'État, parce que l'intelligence artificielle, ça va transformer tout ça. Cette feuille de route, elle est double. Si je parle de ce qu'on sait faire, on sait faire 2 choses. Les fondements de l'intelligence artificielle, parce qu'on enseigne depuis toujours les mathématiques, les statistiques et l'informatique, et que l'IA, c'est juste des maths, des stats et de l'informatique. Et d'autre part, elle est tournée vers la société. C'est-à-dire que si on fait ça avec HEC, c'est précisément parce que ce qui nous intéresse, c'est les effets sur la science, bien sûr, comment l'IA va transformer la recherche, mais aussi les effets sur le travail, les effets sur la démocratie, les effets sur l'économie au sens large. Donc voilà les thèmes qu'on a l'intention de traiter. On a une force de frappe importante. On va en recherche attirer des chercheurs de très haut niveau. On est en lien avec les meilleurs centres. Vous avez vu que Harvard nous a confié la rédaction d'un numéro spécial de la Harvard Data Science Review, que lors du voyage d'État du président de la République à Londres, on a eu l'occasion de signer avec Oxford et Cambridge et nos amis de l'Université Paris-Saclay un accord sur l'intelligence artificielle, qui n'est pas un accord abstrait, c'est simplement, il y a déjà un événement qui va être organisé là-bas, et il y aura des échanges de chercheurs. Donc voilà, il s'agit de jouer au meilleur niveau mondial dans l'intelligence artificielle. Et comment vous vous assurez pour que de la recherche et de ces appels à projets irriguent finalement un enseignement concret pour les étudiants qui sont dans les écoles de l'IP Paris?
C'est ce qu'on fait depuis toujours. Une fois de plus, les écoles de l'Institut Polytechnique de Paris se caractérisent par une haute exigence scientifique. Il se trouve que aujourd'hui, les maths, les stats et l'informatique de haut niveau, ça a une application rapide et même fulgurante. Ça a une connexion d'une part avec les entreprises, puisque une grande partie de la recherche et du développement qui s'est fait en IA s'est fait dans les entreprises, mais souvent d'ailleurs avec d'anciens élèves de chez nous, quand ce n'est pas eux qui ont fondé leur entreprise. On peut penser à Mistral, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Et d'autre part, c'est une connexion naturelle et immédiate avec les problèmes de la société. Donc ça n'est ni une nouveauté, parce que les sciences fondamentales sont ce qu'on enseigne depuis toujours. Ce qui est nouveau, c'est le lien incroyable qu'il y a entre des sciences aussi fondamentales et une application avec un impact économique, stratégique et quotidien aussi fort. Il y a également le sujet des technologies quantiques, oui. Dont on parle un peu moins aujourd'hui dans l'actualité. Est-ce que vous pouvez nous en parler là aussi avec la feuille de route à ce sujet ? Là aussi, ça s'ancre dans une histoire qui n'est pas nouvelle. C'est-à-dire que la mécanique quantique, elle est enseignée à l'École Polytechnique, elle a été enseignée longtemps par un dénommé Alain Aspect. Donc, si vous voulez, c'était considéré comme une extension un peu abstraite de la physique qui allait dans des conditions complètement contre-intuitive et qui n'avait pas grand-chose à voir avec notre monde quotidien. Il se trouve que ça, c'était la première révolution quantique. Il y en a eu une deuxième qui fait que les applications sont absolument universelles. Donc là aussi, on est extraordinairement bien placé parce que si vous voulez, la mécanique quantique, c'est quand même des maths assez aride et austère et qu'on enseignait depuis longtemps, et des maths et de la physique, bien entendu. C'est curieux comme j'ai une déformation professionnelle qui m'amène à considérer que la physique, au fond, c'est des maths. J'espère que personne ne le répétera. Mais là aussi, il y a de l'innovation, il y a un impact économique, il y a des start-up. Et donc, si on cite les start-up qui sont à la pointe en quantique, qu'il s'agisse de Pasquale, d'Alice et Bob ou de Candela, on y trouvera d'anciens élèves de nos écoles. Alors là, la caractéristique intéressante, c'est qu'on ne sait pas encore quelle technologie va gagner. C'est absolument passionnant. Et que la France a une empreinte extrêmement forte. Si on y a, on peut se demander si on est encore dans le train. On y est encore, c'est sûr, mais la compétition est extrêmement difficile. Dans le quantique, les dés sont encore en train de rouler et on a un rôle très important à y jouer. Je reviens très rapidement sur iParis. Vous aviez comme ambition de doubler le nombre de diplômés en intelligence artificielle. Comment est-ce que cela concrètement va pouvoir se réaliser ? Alors, il se trouve que on a eu un comité de gouvernance très récemment où on a eu un exposé très détaillé par un de nos professeurs qui s'appelle Émeric Dieuleveux et qui dirige le centre pédagogique de iParis qui s'appelle iPace. Et je ne pourrais pas vous détailler l'ensemble des formations qui sont en train d'être lancées, mais c'est absolument remarquable. C'est-à-dire que ça part du bachelor. Le bachelor, ça sera l'Université de technologie de Troyes qui va le monter, parce qu'on n'a pas une grande expérience en la matière. Mais vous avez des masters existants. Vous aviez des choses en IA et en finance. Vous avez HEC, vous avez l'ENSEI, vous avez l'IX, vous avez à Télécom Paris, à Télécom Sud Paris, vous aviez des formations sur ce sujet. Toutes ces formations vont se développer, de nouvelles formations vont être lancées. La rentrée 2026 va être un feu d'artifice. Et donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Il s'agit de former d'une part des experts et d'autre part de donner à tout ingénieur qui sortira des écoles de l'Institut Polytechnique de Paris une familiarisation à l'intelligence artificielle. Dans la mesure où l'intelligence artificielle, c'est non seulement une discipline, mais c'est une technologie qui va avoir une influence extrêmement forte sur toutes les disciplines. Effectivement. Ce que j'allais vous dire, sur Parcoursup, on a encore peu de formations aujourd'hui en intelligence artificielle.
mais il y aura du coup ce bachelor à la rentrée prochaine. Oui, et puis effectivement, notre force, c'est plutôt des études graduate, c'est-à-dire cycle ingénieur et master et doctorat. Et je rappelle que ça, c'est un outil d'attractivité extrêmement fort parce qu'on ne forme pas seulement des étudiants qui ont été formés en France, mais on attire des étrangers. Vous parliez tout à l'heure du CPES, c'est une formation que vous portez aujourd'hui au sein de l'Institut Polytechnique de Paris. Pour autant, elle reste encore assez peu connue, peu identifiée aujourd'hui auprès des lycéens. Là aussi, qu'avez-vous prévu pour accéder à vos résultats en termes d'égalité des chances, d'ouverture sociale, qui était un peu la promesse du CPES? Alors, il y a deux questions, ou plutôt il y en a trois. D'une part, comment faire connaître les CPES? D'abord, on est passé d'un CPES, ou même d'une CPES, qui était une année propédeutique à classe préparatoire, à un CPES, c'est-à-dire une licence en 3 ans sélective, et il y en a eu un qui était à PSL Henri IV. Et maintenant, je pense qu'il y en a une dizaine dans de grands lycées français avec un lien fort avec une grande université de recherche. Donc, oui, il est important que les CPES soient mieux connus des familles, mais enfin, si vous voulez, aujourd'hui, il y a déjà la queue jusqu'à la place de la Concorde. Enfin, voilà, ça se bouscule au portillon. Donc, c'est pas comme s'il fallait faire connaître ces filières. Pardon ? C'est souvent les mêmes profils qui... Ah non, non, du tout. Alors, j'ai deux exemples que je connais un peu mieux que les autres. Le premier, c'était le CPES PSL Henri IV. C'est un mélange de fils et de filles d'héritiers et de gens qui viennent de la ruralité, des quartiers, de lycées à haut potentiel, d'élèves à haut potentiel dans des lycées où il y a des équipes pédagogiques engagées, et on allait les chercher à l'aide des cordées de la réussite. Alors la vérité, c'est que le CPES de Paris-Saclay est une plus grande réussite du côté de la féminisation, et peut-être un peu en retrait du point de vue de l'ouverture sociale, là où son frère aîné était plus fort sur l'ouverture sociale et pas particulièrement sur la féminisation. Bon, il faut avancer sur les deux tableaux, et on a le droit d'avancer d'abord sur l'un et puis ensuite sur l'autre. En tout cas, je sais que les équipes du lycée de Palaiseau, Paris-Saclay, sont très préoccupées de cette question et feront ce qu'il faut pour aller chercher des étudiants avec toute la diversité qui s'impose. L'Institut Polytechnique de Paris fait partie des établissements les mieux classés en France et dans le monde. Là aussi, même si on sait que les classements n'est pas une fin en soi, quelles sont vos ambitions de ce point de vue-là? Alors, ils sont parmi les mieux classés en France, et j'aimerais qu'ils soient parmi les mieux classés dans le monde. C'est-à-dire, dans le monde, c'est pas si mal, dans la mesure où vous avez des milliers d'établissements classés, et que dans QS, nous sommes 41, et dans Times Higher Education, on a gagné encore 3 places cette année, on est 68, si je me rappelle bien. C'est vraiment bien. Ce sont des classements qui reposent sur les publications, la réputation, l'employabilité. Évidemment, sur ces facteurs-là, on est très fort. Il y avait une opinion qui était partagée au sein de l'Institut Polytechnique de Paris, qui était que le classement de Shanghai n'était pas pour nous. Parce qu'il est vrai qu'il tient compte, il a des critères qui sont intensifs, c'est-à-dire qui sont renormalisés par la taille, puis des critères qui sont extensifs, et si vous êtes plus gros, c'est mieux. Néanmoins, on s'en est un peu préoccupé, et on a gagné 99 places cette année, pour nous placer en 224e position. Et je rappelle que 224 sur des milliers d'établissements d'enseignement supérieur classés, c'est vraiment pas mal. Alors je ne vous promets pas qu'on va gagner 99 places tous les ans, parce que sinon il faudrait s'arrêter assez vite. Enfin, j'espère qu'on va continuer à progresser. Les classements, ça permet de savoir dans quelle ligue on joue. Ça ne permet pas de faire une politique scientifique. En revanche, faire une politique scientifique, ça aide pour grimper dans les classements. Et c'est bien notre intention. Il y a souvent un sujet, notamment des détracteurs des classements internationaux, qui parlent souvent de l'effet taille. Est-ce que là aussi, vous réfléchissez par exemple à faire venir encore d'autres écoles au sein de l'IP Paris? Alors, d'abord, on ne gouverne pas un établissement d'enseignement supérieur pour grimper dans les classements.
On n'a pas constitué c'est d'ailleurs un poncif qu'on entend encore assez souvent. Ils ont rassemblé les institutions pour grimper dans les classements. Non, je veux dire, si on rassemble des institutions, c'est parce qu'ensemble, scientifiquement, elles peuvent faire plus pour les étudiants, elles peuvent faire plus pour la recherche. Si l'École nationale des ponts et chaussées est rentrée dans IP Paris, si l'ENSTA Bretagne a fusionné avec l'ENSTA Paris, rentrant ainsi dans l'Institut Polytechnique de Paris, c'est parce que les thèmes qu'ils portent, le développement durable, les océans, etc., c'est des thèmes extraordinairement importants pour l'ingénierie de demain et que ça fait un sens parfait avec les autres écoles. Alors, je réponds de deux manières à votre question. Non, à court et à vrai dire à moyen terme, je ne vois pas de croissance externe pertinente. L'ensemble que nous avons est suffisant en taille. On a 11 000 étudiants. 11 000 étudiants, c'est la taille de Caltech. Je crois que le PFL n'est pas très loin. Nos benchmarks, c'est ça. C'est Caltech, PFL, Technion, MIT. Donc il y en a de plus ou moins grandes, mais enfin... dépasser les 10 000 étudiants, c'est une taille critique suffisante. Alors, pour grimper encore dans les classements, ce qui est important, une fois de plus, il faut avoir une bonne politique scientifique, il faut bien faire attention à ce que tout le monde signe ces articles en mentionnant IP Paris, et puis il faut remonter des données bien structurées, ce qui de toute façon est sain pour la bonne gestion d'un établissement. Je voulais qu'on parle un petit peu d'entrepreneuriat. Au sein de l'Institut Polytechnique de Paris, vous accueillez un certain nombre de start-up, et notamment en lien avec l'innovation. Là aussi, comment est-ce que vous voyez la France dans la course un peu à l'innovation ? On entend beaucoup de choses actuellement sur la capacité de la France de rester dans les courses respectives, que ce soit l'intelligence artificielle ou plus globalement l'entrepreneuriat. Que répondez-vous là-dessus ? Comment dire ? Il est difficile de maîtriser les grands mouvements qui sont en train de se faire d'une façon incroyablement rapide, qu'il s'agisse de géopolitique et de ce qu'elle entraîne en matière d'innovation. Vous avez vu les réflexions récentes à propos du fait que la Silicon Valley était derrière l'effort de défense américain, et quelqu'un faisait remarquer que nous, notre chantier d'innovation, notre stimulation, c'était l'Ukraine. À quelle vitesse les grandes plaques tectoniques vont se reconfigurer, et c'est une question principalement industrielle. Ça m'est difficile de répondre, mais comme citoyen, j'y suis profondément intéressé, et comme directeur d'un établissement d'enseignement supérieur, je me demande quel rôle on va y jouer. Ce qui est en revanche certain, si on prend un peu de recul sur l'évolution française, c'est qu'elle est remarquable. C'est-à-dire que il y a une vingtaine d'années, le transfert de technologie, alors oui, il y avait eu la loi Allègre, oui, il y avait des initiatives, mais enfin, c'était quand même la troisième mission qui était loin derrière la formation et la recherche. Ça s'est complètement transformé. On a un ensemble d'outils, d'ailleurs, peut-être trop riche, peut-être est-ce qu'il fallait passer par cette phase-là, des SAT aux instituts Carnot, aux pôles de compétitivité, le rôle de la BPI, vous avez un ensemble de dispositifs, les derniers sont les pôles universitaires d'innovation, bref, vous avez à la fois un ensemble de dispositifs, un ensemble de financements, qui fait que le monde académique, d'une manière générale, a pivoté vers le transfert de technologie et l'innovation assez largement. Alors nous, de ce point de vue-là, on est quand même, je crois que ce n'est pas immodeste de le dire, on est quand même à l'avant-garde historiquement. Évidemment, nos étudiants étaient ceux qui allaient dans les grandes entreprises. Ils allaient dans l'administration, ils allaient dans les grandes entreprises classiquement. Alors aujourd'hui, en plus, il leur arrive de fonder leur start-up, il leur arrive de remporter un grand succès. Donc, comment est-ce que l'histoire va se terminer ? Je n'en sais rien. Il ne faut pas confondre ses souhaits et la réalité. Mais enfin, on peut imaginer que l'Europe va continuer à investir de manière massive dans l'innovation et dans la recherche. La question de la recherche duale se pose de plus en plus, et les lignes bougent à ce sujet. Nous sommes dans une alliance européenne qui s'appelle Eurotech, avec les Danois de la DTU, la TUM en Allemagne, le PFL, le Technion et Eindhoven. Il y a un peu plus d'un an, on a eu une discussion sur, à propos de la recherche duale, est-ce qu'il faut garder une frontière étanche dans les programmes de la Commission européenne entre la recherche duale et la recherche
la recherche militaire, pardon, et la recherche civile, et donc considérer de la recherche duale. Et là, la réponse à l'époque avait été non. Enfin, moi, j'étais le seul de mon espèce, évidemment, à dire, écoutez, chez nous, la recherche duale, on en fait déjà, donc on serait favorable à cette ouverture. On en a reparlé là très récemment. La position avait complètement changé. Donc, j'insiste là-dessus parce que, évidemment, la transformation géopolitique, à la fois directement, parce qu'on a un problème d'innovation de défense, et puis globalement, parce que tout le monde comprend que la force d'un ensemble géopolitique, elle est aussi liée à sa compétitivité économique, tout ça nous amène, nous, à nous sentir une responsabilité toute particulière dans cette question-là. Et je crois, en résumé, qu'on fait ce qu'il faut. C'est pour nous extraordinairement important d'incuber des startups. On a 5 incubateurs au total. On aime se dire, et je crois que c'est vrai, qu'on pèse un tiers des startups de l'écosystème français, qu'il s'agisse du Next 40 ou d'autres manières de mesurer. Donc oui, on va continuer. Et s'il y a une chose sur laquelle on doit pouvoir progresser, c'est que l'innovation et les startups sortent directement des labos. Et pas seulement la start-up qui est fondée par un ancien élève quelques années après sa sortie de l'école. Et qu'elle reste aussi en France. Il y a un des sujets, c'est la fuite des cerveaux. Est-ce que vous le voyez comme une réalité ou est-ce que c'est là aussi un poncif de dire qu'en fait, une fois qu'elles sont sorties, une fois qu'elles ont été financées, elles ont plutôt tendance à partir de l'autre côté de l'Atlantique ? C'est indéniable qu'il y a un sujet de financement pour des gros tickets et que là, on retombe sur la question européenne. Est-ce qu'on peut avoir d'une part un marché, d'autre part des investisseurs à un niveau suffisant pour garder les startups en France ? Je crois que ce n'est pas du tout désespéré, et simplement il faut s'en préoccuper beaucoup. Maintenant, la question de la fuite, elle se pose à un autre niveau. Elle se pose à propos des cerveaux qu'on forme. Il y en a un grand nombre qui effectivement qui partent, mais qui réussissent dans des écosystèmes anglo-saxons. Certains reviennent, et puis après tout, que les chief scientists de Meta ou d'OpenAI soient français, souvent issus de nos écoles, mais qui gardent un intérêt pour la France. C'est important. Il ne s'agit pas tant de s'angoisser sur le nombre de gens qui partent, il faut se demander combien reviennent et combien on en attire. Vous savez que l'Institut Polytechnique de Paris, c'est 40% d'étudiants internationaux, 40% de staff international, c'est-à-dire de personnel d'enseignement et de recherche qui vient de l'international. Donc on n'est pas une zone désertique. Pour terminer, Thierry Collomb, comment est-ce que vous voyez l'horizon 2030 pour l'Institut Polytechnique de Paris ? Vous avez notamment annoncé sortir de l'expérimentation en 2027. Voilà. Quelle sera la suite pour l'IP Paris ? La sortie de l'expérimentation, c'est simplement la consolidation légale, et alors qui nous dépasse, puisque la constitution d'ensembles complexes comme l'Institut Polytechnique de Paris ou l'Université Paris-Saclay ou PSL nécessitait, pour pouvoir incorporer des grandes écoles, soit les incorporer entre elles, soit les incorporer avec des universités, nécessitait qu'il puisse y avoir une personnalité morale qui contienne des personnalités morales. C'est technique, mais enfin, du point de vue de tout le monde, c'est très clair. Si vous voulez faire ce qu'on est en train de faire, il faut à la fois respecter les identités, les histoires, les forces des écoles, et puis construire une maison commune. Bon. Et pour ça, il fallait un peu d'innovation juridique. Bon. Et il se trouve que ce pays qui a eu une petite aversion pour l'expérimentation, d'une manière générale, il peut expérimenter. Il l'a fait dans ce cas précis, en lançant des établissements publics expérimentaux, et on en est un, et puis les institutions que j'ai citées en sont d'autres, mais il faut que ça atterrisse. Et donc il y a une mission actuellement qui a été confiée à Jean-Pierre Korlitzky par le ministre et qui étudie la manière dont les établissements publics expérimentaux pourront évoluer. Je souhaite ardemment qu'ils puissent effectivement à court terme être transformés en grands établissements et avoir une structure juridique pérenne. Et nous, on saisira cette occasion. Ça n'est pas en soi, une transformation extraordinairement profonde pour nous. Ce qu'il faut faire pour nous, c'est avoir comme azimut
les grands défis du pays. Il y en a un dont on a très peu parlé, qui est le climat. Bon, la question, on a un centre interdisciplinaire sur l'énergie et le climat. Comment la manière de produire et de consommer de l'énergie aura un effet positif sur le changement climatique. C'est une vaste question. D'une manière générale, il faut qu'on continue à garder comme azimut les grands défis du pays, qu'on ait un œil sur l'économie, sur les entreprises, et puis un regard très fort sur l'international et le fait de conclure des grands accords de recherche avec des universités internationales qui nous ressemblent, c'est très important. Et puis je réinsiste sur la sphère européenne et sur l'alliance Eurotech. Il se trouve que je vais en prendre la présidence pour un an, une présidence tournante en janvier 2026. Ça va être aussi un facteur de développement pour l'Institut Polytechnique de Paris. Merci Thierry Collomb. Merci à vous.